Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. C'est toi le patron. Sixt, boost yourself. Louez votre nouvelle BMW X1 à partir de 49 € par jour sur sixt.fr. Sixt. Il est 20h, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. On commence par ce dernier bilan de la manifestation contre la loi travail. Hier soir, ce sont 78 policiers qui ont été blessés dans les affrontements. Certains sont grièvement touchés. 214 personnes ont été interpellées. Et aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle pour les protestataires. C'est l'immobilisme du gouvernement qui provoque de telles violences. Manuel Valls, lui, met en cause le manque d'encadrement du mouvement. Et ces violences ne se sont pas limitées à Paris. Des affrontements ont eu lieu dans plusieurs grandes villes du pays. À Rennes, notamment, l'un des manifestants blessés a perdu un œil. L'IGPN a été saisi. Nous avons pu joindre le premier secouriste qui lui est venu en aide. On était sur la place République quand une charge extrêmement violente de CRS, extrêmement soudaine, a repoussé une partie du cortège le long de la Vilaine. Ceux qui étaient à l'arrière de ces manifestants repoussés ont essayé de s'échapper via un pont qui traverse la Vilaine. Et les tirs de flashball ont fusé sur ces manifestants qui passaient de l'autre côté du pont pour se mettre en sécurité. C'est là que Jean-François a pris le flashball dans l'œil. Et du coup, là, je me suis rapproché et c'est là que je me suis rendu compte de la gravité de la blessure. Son œil était en jeu, son visage était couvert de sang. Et la ville de Nantes également a été touchée par ces violences. Là-bas, près de 10 000 personnes manifestaient. Des arrêts de bus ont été vandalisés, des poubelles et des voitures incendiées. Bilan, 4 policiers blessés et 41 interpellations. Un homme a été placé en comparution immédiate. Et ces violences viennent surtout brouiller le message du mouvement. Tout le monde retiendra davantage les débordements que les slogans. La majorité des manifestants le déplorent. Mais une manifestation sans violence, est-ce possible? En tout cas, elles se sont intensifiées ces dernières années. Les précisions de Claire-Hélène Bousgarou avec Géraldine Noël. Jets de projectiles contre gaz lacrymogène, policiers blessés et interpellations. Des scènes de violence urbaine à répétition qui inquiètent les autorités. Une violence exacerbée plutôt récente à laquelle font face les syndicats. Il y a toujours eu des débordements dans des manifestations. Il y en a eu lors du CPE, il y en a eu avant. Mais là, ça prend une tournure particulière quand même. C'est assez important. Ce sont des groupes qui sont bien organisés apparemment. En plus des traditionnels casseurs, des groupuscules d'extrême gauche venus pour en découdre avec les forces de l'ordre. Après les incidents d'hier, Manuel Valls a mis en cause les syndicats, responsables selon lui de ne pas avoir maîtrisé ces débordements. Des accusations balayées par les principaux intéressés. Nous sommes des ouvriers, nous sommes des salariés, nous sommes des cadres. Nous ne sommes pas des militaires, nous ne sommes pas des policiers. C'est pas notre rôle. Si des gens viennent avec des casques, avec des gaz et puis des matraques, on sera débordés, bien évidemment. C'est vrai que ce qui s'est passé hier, c'est quelque chose d'un peu, non pas nouveau, mais un phénomène un peu important, qui est certainement le reflet d'une sorte de ras-le-bol, de mécontentement de la part d'un certain nombre de groupes radicaux. Il y a à la fois cette radicalisation et en même temps cette montée de cette violence à travers ces manifestations. Les autorités veulent avant tout éviter une nouvelle affaire Malik Oussekine, cet étudiant mort sous les coups de policiers lors d'une manifestation en 1986. Cet après-midi, les organisations syndicales ont été reçues par le préfet pour parler des incidents d'hier et préparer la prochaine journée de mobilisation du 1er mai pour éviter que de nouveaux débordements n'entachent les manifestations. L'actualité économique maintenant, l'INSEE donne raison à François Hollande. Ça va mieux, du moins en partie. Selon l'Institut, la France a enregistré une croissance de 0,5% au premier trimestre 2016. C'est plus que ce qui était attendu. Un bon résultat qui reste tout de même inférieur à la croissance globale de la zone euro. Nesrine Radouaï. L'INSEE l'a confirmé ce matin, la croissance en France va un peu mieux en 2016. Au premier trimestre, le PIB enregistre une hausse de 0,5%. C'est au-delà des prévisions et ce pour le second trimestre consécutif.
Pour l'expliquer, regardons de plus près le chiffre de la consommation des ménages, plus 1,2%, soit sa plus forte progression depuis 2004. Autre facteur déterminant, l'investissement, et notamment celui des entreprises, qui grimpe d'1,6% cette année. Une bonne nouvelle qui réjouit l'exécutif. Il faut dire que cette semaine, l'économie lui a réservé son lot de bonnes surprises. Mardi, le constructeur naval français DCNS signe un super contrat de 34 milliards d'euros avec l'Australie. À la clé, des milliers d'emplois en France. Ce même jour, les chiffres de Pôle emploi tombent, moins 1,7% en mars. C'est 60 000 demandeurs d'emploi en moins par rapport à février. Hier, c'était au tour des chiffres de la défaillance des entreprises de venir rassurer le gouvernement. La défaillance, c'est le nombre d'entreprises placées en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Elles étaient un peu plus de 18 000 à cette même période l'année dernière. En 2016, elles ne sont plus que 16 309, une baisse de 10%. Et les premières à en profiter, ce sont les petites et moyennes entreprises, dont le nombre en extrême difficulté est au plus bas depuis 10 ans. Paris a décidé d'entrer en guerre contre les sites de location comme Airbnb. Le Parlement vient d'examiner un texte qui rendra la vie plus compliquée aux loueurs. L'idée, c'est de lutter contre les locations sauvages ou encore les sous-locations. Les précisions d'Hubert Coster avec Géraldine Noël. C'est l'approche de l'Euro 2016 et l'afflux de touristes qui cristallise les tensions entre municipalités et sites de location entre particuliers, Abritel ou Airbnb. Objet du contentieux, la taxe de séjour, une manne de plusieurs millions d'euros pour les collectivités, entre 20 centimes et 4 euros par nuit et par personne. Les plateformes ne collectent pas la taxe qu'elles estiment trop complexe. Chaque municipalité applique un taux différent. Les 10 villes hôtes de la compétition ont récemment haussé le ton par la voix d'Alain Juppé, invoquant une concurrence déloyale envers les hôteliers et un manque à gagner pour les finances publiques. Le maire de Bordeaux menace d'action en justice. Dans un contexte que vous connaissez, qui est de plus en plus contraint pour les budgets locaux, chaque ressource est importante et les élus sont légitimement préoccupés de pouvoir souscrire la totalité de leurs ressources potentielles. Paris fait exception, Airbnb y paie la taxe de séjour depuis octobre dernier, mais Anne Hidalgo demande plus pour réguler le secteur. Le Sénat étudie aujourd'hui la loi sur l'économie numérique. Ont été votées en séance l'obligation pour les sites de limiter à 4 mois par an les locations de résidence principale. Enfin, les communes de plus de 200 000 habitants pourront rendre obligatoire l'enregistrement des locations ponctuelles. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi cette longue audition de Michel Platini devant le TAS, le tribunal arbitral du sport. Suspendu pour 6 ans par la FIFA, le patron de l'UEFA a tenté de convaincre pour récupérer sa place. Il compte bien ouvrir l'Euro 2016 le 10 juin au Stade de France et il se dit optimiste. J'ai dit simplement que, comme devant le but, j'essaie d'être précis, net et concis. Donc j'ai travaillé. J'ai fait une facture, j'ai suivi les directives de la FIFA, j'ai reçu l'argent, j'ai payé mes impôts. Voilà. On ne se défend de rien du tout, on exprime la vérité, donc on n'a aucun souci là-dessus. Vous êtes toujours convaincu de gagner, Michel ? Ah, moi, oui. Si j'arbitre, oui, je suis sûr de gagner. Maintenant, je ne suis pas l'arbitre, il y en a 3. Je pense qu'on a été, précis, on a été entendu, ils savent tout, maintenant ils vont décider. Et l'événement de ces 10 prochains jours, c'est la foire de Paris, porte de Versailles. Parmi les nouveautés de l'édition 2016, une large place réservée aux robots et aux objets connectés en tout genre. Avec 600 000 visiteurs, c'est le premier événement commercial d'Europe. On vient passer le temps d'une part et puis voir les curiosités, les dernières nouveautés en matière d'électroménager, moi surtout. Et de loisirs. Comme je suis très branchée avec ma tablette et tout, mon portable, l'ordinateur, Facebook et tout, donc pour moi c'est très très intéressant de piocher des idées. La foire de Paris, c'est surtout un moyen de trouver les dernières nouveautés pour la maison, pour le jardin. Voilà, c'est principalement pour ça qu'on vient. Tous les ans. Moi j'aime bien les pavillons étrangers, parce que j'ai l'impression que je voyage un petit peu. C'est ma journée décompression. Réaction recueillie au micro de Basile Bonne à la foire de Paris. Et les résultats du quintet du jour à Vincennes. Victoire du numéro 14, Anzy Déliard, devant le 13, le 10, le 2 et le 8. Demain, rendez-vous